L'université McGill, fin des années 50. Le futur président de Steinberg termine ses études. Rien ne présage l'avenir qui l'attend. En 1957, je venais tout juste d'avoir mon diplôme d'ingénieur en physique de l'université McGill. Je pensais sérieusement à m'inscrire à l'université de la Californie à Berkeley pour faire mon doctorat en physique nucléaire, rien de moins. Puis j'ai eu des doutes. J'ai décidé de travailler pendant 1 an. J'ai cherché dans le journal et j'ai vu une annonce. Et c'était celle de Steinberg's. J'ai rencontré Irving un jour à la cafétéria. Chaque fois qu'il rentrait travailler sur la rue Hochelaga, il s'assoyait avec moi. J'étais très impressionné. Il était vraiment brillant. Alors, je lui ai demandé, comment t'aimerais ça travailler dans le service de l'immobilier? Il m'a dit, moi, j'aimerais beaucoup ça, mais vaut mieux s'assurer d'abord qu'on va me laisser partir. Parce qu'en ce moment, je travaille dans l'entrepôt et je suis pas certain que Jack Levine va me laisser aller. J'ai dit, laisse-moi ça, je m'en occupe. J'ai pas besoin de vous dire que Jack n'était pas d'accord. Alors j'ai dû tirer quelques ficelles et j'ai finalement réussi à faire entrer Irving au département. Et c'est sûr qu'il a eu du succès tout de suite en partant. Et ça a été mon entrée dans le domaine de l'immobilier. Comme je venais d'une famille qui était loin d'être riche, c'était vraiment nouveau pour moi. Son enfance de fils d'immigrants pauvres rappelle celle de Sam, qui le prend sous son aile et en fait son confident. Il aimait parler de sa jeunesse, de l'époque où il vendait ses journaux au coin de la rue et comment les grands, parce qu'il était petit, Sam, comment ils essayaient de lui casser la gueule et de lui enlever les meilleurs coins de rue et comment il se défendait. Et toutes sortes d'histoires comme ça. Il adorerait me montrer où il avait grandi et tout le reste. Au fond, il voulait juste parler. Alors on parlait affaires au moins 90% du temps, ou bien de la famille. C'était une relation plutôt bizarre à bien des niveaux. Il était... J'étais beaucoup plus jeune que lui, et il me racontait des histoires que... Au fond, je pense qu'il savait que j'irais pas répéter ça. But the supermarket and the Miracle Mart won't be on the same level? They may or may not. I want them on one level, boy. I know what you would want. I gets that. Dernier flashback. Avec les millions de Steinberg, le jeune Irving Lodmer joue au magnat de la finance et de l'immobilier. Il fallait, comme on se disait à l'époque, essayer de suivre les égouts. On savait que la construction de maisons suit toujours la construction des égouts et des routes. Alors, on portait une attention particulière à ces choses-là et aussi aux données démographiques. On prenait des options à l'avance sur des terrains à travers des compagnies qui ne portaient pas le nom de Steinberg parce qu'aussitôt que les noms de Steinberg et d'Ivanhoe apparaissaient quelque part, les prix grimpaient. On avait donc toutes sortes de compagnies, vous comprenez? Et comme les noms n'étaient pas liés à Steinberg ou Ivanhoe, on pouvait les utiliser pour acheter les terrains. Vous savez, on dit que le succès dans le commerce, c'est l'emplacement et rien que l'emplacement. Moi, je pense que c'est plutôt une question de gestion et surtout de gestion. Mais l'emplacement a son importance, c'est sûr. Et on essayait d'agir vite et d'acheter les meilleurs terrains. Comme ça, on faisait d'une pierre deux coups. On était bien placé, et pour le commerce, et pour l'immobilier. Sam y croyait très fort et nous a beaucoup aidés en nous donnant son appui et l'argent qu'il fallait pour jouer le jeu. Lodmer est brillant, certes, mais avoir Sam Steinberg comme mentor, quelle chance! Il l'observe, l'écoute et apprend. Avec Sam, pendant les réunions, tu commençais à expliquer ce que tu voulais faire et pourquoi tu pensais que c'était bon et que ça ferait un bon investissement. Et en plein milieu de ton explication, il disait « OK, parfait, approuvé, next ». Alors des fois, tu voulais jouer le jeu avec lui et tu disais « Puisque tu as l'air de tout savoir, qu'est-ce que j'allais dire ?» Et il finissait l'histoire à ta place. Il avait l'esprit très vif et il savait ce que tu étais en train d'établir et où ça menait. Alors il disait « Parfait, approuvé, next ». Et si on voulait faire quelque chose et qu'il avait des doutes, il était tout aussi déconcertant. Il disait, moi j'y connais rien, alors si ça vous dit de le faire, les gars, faites-le, mais si ça ne fonctionne pas, on saura tous à qui la faute.
Et il y a eu d'autres fois où Sam n'était pas certain de vouloir nous laisser faire. Et il disait non. Léo était président d'assemblée et moi secrétaire. Après la réunion, Léo me demandait « Sam a approuvé, non ?» Je lui disais « Il me semble que oui, Léo. » Et il disait « Bien oui, tu te souviens, il a dit qu'il était d'accord. » On écrivait le procès-verbal et on l'envoyait à Sam. 1 ou 2 semaines plus tard, et là, on avait acheté le terrain et on était pris dans l'affaire jusqu'au cou. Sam jetait un coup d'œil sur le procès-verbal et il me disait « Tu sais, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas d'avoir dit oui à ça. » Je lui disais « Ben, t'as dû oublier ça, parce que c'est sûr que si c'est dans le procès-verbal, c'est que t'as dit oui, voyons. » Il me disait « Je me souviens pas, me semble que j'ai dit non. » Je lui disais « Si j'étais toi, j'irais voir ça avec Léo. » Je devrais peut-être faire ça, qu'il disait. Après 2 ou 3 fois, quand je lui proposais d'aller vérifier avec Léo, il disait « Pourquoi faire? Je sais que vous avez tout manigancé de toute façon. Ça sert à rien de vérifier. » On avait un plaisir fou. Il savait très bien ce qui se passait et il nous laissait faire. Je suppose qu'il comprenait que la seule façon d'avoir le genre de monde qu'il voulait autour de lui, c'était de leur laisser un peu d'initiative. Un beau jour, Lodmer décide de se lancer en affaires à son propre compte. On s'attendrait à ce que Sam l'y encourage. Pas du tout. Il voulait plus me parler. Je pense que tout le monde savait qu'il me faisait la gueule. Quand on se rencontrait par hasard, il faisait semblant de ne pas me voir et ça a duré un bon bout de temps. Jusqu'au jour, et sa femme était toujours très gentille avec moi. Elle venait vers moi tout de suite et on se mettait à parler pendant que Sam faisait semblant de regarder une vitrine de magasin ou quelque chose. C'était assez comique à vrai dire. Jusqu'au jour où on a été tous les deux invités à une fête. Il est arrivé à l'entrée de la maison et a sonné à la porte. Moi j'étais là et j'ai ouvert la porte. Et Sam s'est trouvé nez à nez avec moi. Il pouvait plus vraiment m'ignorer. Alors il m'a dit « Salut ». Et je lui ai dit « Salut ». Et on a passé la soirée ensemble à parler. Et ça a été la fin de ma quarantaine, si vous voyez ce que je veux dire. Au moment où Lodmer quitte l'entreprise, un petit parti politique fondé à peine quelques années plus tôt fait de plus en plus parler de lui. Son chef, René Lévesque. Son programme, l'indépendance. En 1976, c'est la victoire électorale. Pour les fédéralistes, toutes les craintes paraissent justifiées. Pour les indépendantistes, tous les espoirs semblent permis. C'est tellement vite dans l'histoire d'un peuple. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Quatre ans plus tard, ce sera la défaite que connaîtra l'évêque. Chez Steinberg, les pires années de son histoire. Pour Lodmer, un défi gigantesque. Il fallait donc qu'on bouge, et vite. Alors, j'ai décidé qu'on allait rapidement se tourner vers un nouveau concept de supermarché. Alors, on a essayé de redéfinir qu'est-ce que ça serait un magasin d'alimentation, de resubdiviser le magasin en petites boutiques de boulangers, d'épiciers, etc., de poissonniers, avec un décor factice peut-être, mais un décor qui donnait l'illusion qu'on ne traitait plus seulement dans un grand espace stérile, mais qu'on était dans un vrai marché, public. En fait, la raison pour laquelle on s'est mis à offrir autant de fruits et de légumes frais et tout le reste, c'est qu'il y avait de plus en plus de marchés publics au Québec et en Ontario. Ce qui voulait dire que les supermarchés ne faisaient pas du bon travail et ne répondaient pas très bien aux attentes de leur clientèle. Et ça a très très bien fonctionné. C'est une transformation qui pouvait se faire à peu de frais. Et au fur et à mesure que nous transformions des magasins, les ventes augmentaient. Ce qui est important, c'est que la clientèle a augmenté tout de suite. Et là, on a su qu'on tenait quelque chose. Il restait juste à mieux organiser le travail, à former le personnel, à déterminer combien de produits garder sur les étalages le lundi par rapport au samedi pour éviter les pertes, des choses comme ça. Il a fallu aussi qu'on fasse des changements au niveau des cadres pour ramener un peu plus de bon sens dans certaines divisions où toute la gestion s'était détériorée à un point incroyable.
Irving Latimer avait la même philosophie, la même attention, un genre de respect et de discipline qui pouvait égaler Sam. Et on retrouvait l'enthousiasme. Et ce qui est très important chez Steinberg, c'est toujours cet enthousiasme. C'est que tout le monde pousse à la roue avec énormément de cœur, parce que la compagnie est complètement ouverte. On voit les gens du sommet pousser aussi fort que les gens de la base. Et c'est ce qui a fait, ce qui a redéfini finalement les magasins à cette époque-là. Ce qu'on avait fait n'était pas facile à imiter pour les compétiteurs, parce qu'ils n'avaient pas l'espace nécessaire pour se permettre cette sorte de grands étalages. On profitait du genre d'avantage stratégique qu'on aime toujours avoir, où le concurrent ne peut pas simplement te copier et te dire « nous voilà ». On a eu du succès, très rapidement, trop peut-être, en ce sens qu'il y en a qui ont cru que c'était beaucoup plus facile que ça en avait l'air. Pour Latimer, c'est presque la gloire. Patrick Watson en fait un portrait admiratif à la télévision anglaise de Radio-Canada. Irving Latimer may not have been born a Steinberg, but he talks as if he was born to run the Steinberg Company. Les profits grimpent, les actions aussi. Et Mitzi Dobrin refait surface. Pour elle, c'est le moment idéal pour vendre. La tempête qui s'ensuivra va faire les manchettes pendant plus de 2 ans. J'oublierai jamais, je pense que c'était dans l'édition du Nouvel An de la Gazette. Ça a été un choc de voir à la une qu'il y avait un procès entre les sœurs, qu'elles se poursuivaient en justice. C'était vraiment incroyable. Et les accusations de part et d'autre, ça s'injuriait, ça se traitait de tous les noms, de stupides, d'ignorantes, d'incapables, et j'en passe. C'était, à mon avis, un cas classique de rivalité fraternelle. Ça allait inévitablement finir par... Enfin, c'était un combat à mort entre les deux. Le problème, c'est que le testament de Sam interdit la vente de l'entreprise, à moins que les sœurs ne soient d'accord. Or, Mitzi veut, et Marilyn ne veut pas. Moi, j'avais un tel sentiment, je me sentais tellement enracinée dans la compagnie. Comme si ça avait été un membre de la famille. Je peux même pas l'expliquer, c'est quelque chose que je ressentais très fort. Mes enfants, ils travaillaient là, tous les 3, ma fille aussi. Elle travaillait chez Miracle Mart, un autre était chez Ivano, et l'autre chez Steinberg, et ils adoraient ça. Ils sentaient que tout ça leur appartenait, pas parce que c'était Steinberg, mais c'était comme si c'était à eux, comme une partie d'eux-mêmes. C'est alors que Latimer semble commettre une erreur capitale. Bon, il y a des gens qui disent ça, et peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Et cette soi-disant erreur était, si je vous ai bien compris, et si je me trompe, vous me direz à quelle erreur vous faites référence, mais je pense que vous parlez du fils de Marilyn, Billy. Ce qui est arrivé, c'est que... Vous savez, Marilyn tenait beaucoup à ce que sa famille ait une chance de diriger l'entreprise un jour. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Moi, par contre, je croyais qu'il fallait envoyer un message très, très clair. Que la compétence, et rien que la compétence, devait compter au moment de donner des promotions. Je ne veux pas dire que Billy manquait de compétences, je veux être très clair là-dessus. Mais malheureusement, il a eu une dispute avec certaines personnes. On l'a placé à un autre poste, mais après ça, on m'a fait subir un vrai test. Parce que son nom figurait sur une liste de personnes qu'il fallait mettre à pied si on voulait réussir à réduire nos frais généraux. Et moi, je ne voulais pas intervenir. Et là, ils ont mis mon fils à la porte. Les employés, on était tellement tristes pour les employés qu'on mettait à la porte. Ils étaient là depuis 25-30 ans. Il y a une maison qu'on a renvoyée. Bon, même s'ils ne travaillaient pas vraiment, ils avaient au moins une table et un bureau. Même ça, il n'en était pas question. Tout à coup, la compagnie ne m'appartenait plus. La nouvelle direction s'est installée et nous a dit « Il n'y a personne qui va nous dire comment diriger l'entreprise et on n'a pas besoin de vous ici. » Est-ce que c'est ça qui a fait basculer Marilyn? Ça se peut. C'est ce qu'on me dit aussi. Mais c'est sûr que ça a dû changer ses sentiments envers moi. Et c'est pas difficile à comprendre. Et ça a ramené l'unité dans la famille. La guerre était finie.
parce que moi, j'étais prête à dire « OK ». On ne s'entendait pas très bien, mais après ça, les choses se sont améliorées entre nous. Moi, j'ai dit « Marilyn, je pense qu'on est juste des investisseurs passifs. Nos rendements financiers sont très, très bas. En mettant cet argent-là dans n'importe quelle autre compagnie, les rendements vont être bien meilleurs. » La première offre d'achat officielle pour acquérir Steinberg vient de Toronto. Un consortium, la société. Troisième chaîne d'alimentation avec des ventes de 4 milliards de dollars. Et au point, c'est en tout cas une compagnie rentable. Si la nouvelle offre du consortium torontois est Steinberg, le suspense continue. Voilà 1 an et demi que cela dure. Vendra pas et surtout... Au cœur de cette cacophonie hautement médiatisée, il n'y a au début que 2 groupes de prétendants. D'une part, à Toronto, une compagnie qui s'appelle Oxden. D'autre part, à Montréal, Irving Lodmer et Arnold Steinberg. Notre financement était en place et on avait des plans d'affaires assez précis sur ce qu'on ferait avec la compagnie si on réussissait. L'offre d'Oxden signifierait que Steinberg, la chaîne d'alimentation, deviendrait la propriété de Loblaws, la chaîne ontarienne. C'est pour ça qu'on tient énormément que Steinberg reste propriété québécoise, parce qu'on sait que quand des sièges sociaux sont ailleurs, ben, c'est tout à fait naturel de prioriser son environnement. Oxden se réserverait Ivanhoe, qui détient l'immobilier. We would maintain the real estate as a strategic objective of the company. La famille et le gouvernement québécois préféreraient un acheteur de chez nous. Irving Lodmer et Arnold Steinberg veulent s'associer à la Caisse de dépôt du Québec et à son président d'alors, Jean Campeau, pour n'acheter que la part des sœurs. Ce sera non. La proposition qui nous était faite à ce moment-là ne nous permettait pas d'acquérir Ivanhoe, qui était essentiellement l'objectif poursuivi par la Caisse à l'époque en termes de diversification de l'ensemble de ses placements. Mais Lodmer et Arnold Steinberg estiment que sans le parc immobilier, Steinberg perd son plus grand avantage stratégique. J'étais convaincu qu'il fallait garder le parc immobilier dans Steinberg. C'était un avantage qui avait tellement servi la compagnie, et même dans sa réorganisation, que je croyais son importance capitale. Quand on avait un magasin qui fonctionnait mal, ou qui était trop petit, ou qu'on voulait essayer une nouvelle stratégie, par exemple, en étant propriétaire, on pouvait s'en aller et ça finissait là. Étant donné que Steinberg payait 1 ou 2 $ le pied carré depuis 1950, on pouvait louer ces espaces-là à quelqu'un d'autre à un taux bien plus élevé, et Ivanhoe faisait encore plus d'argent. On pouvait faire ces choses-là parce que ça sortait de la poche de gauche pour aller dans celle de droite. Ivanhoe était la propriété de Steinberg à 100%. Alors on faisait ce qu'on voulait. Il y avait beaucoup d'avantages, et pas seulement celui-là. Le premier ministre Bourassa intervient. Le résultat, une alliance entre Jean Campeau, le patron de la Caisse, et l'entrepreneur Michel Gaucher. Leur plan, Gaucher achèterait Steinberg au grand complet. La Caisse lui prendrait Ivanhoe, le parc immobilier. Gaucher se débrouillerait avec le reste. Dans cette transaction-là, la Caisse y trouve son compte au point de vue rentabilité. Ça fait notre affaire. C'est un excellent investissement. Et en plus de ça, pouvez-vous vous dire ce que ça veut dire qu'un Steinberg siège social qui reste ici? Prix d'achat, 1,3 milliard. Si tout est ratifié, c'est une très bonne nouvelle pour le Québec parce que ça se trouve à consolider des milliers d'emplois pour les Québécois. L'entreprise est l'une des plus importantes au Québec. Ça fait partie à toute fin pratique du patrimoine québécois. C'est ce que j'ai dit aux sœurs Steinberg au cours de la fin de semaine. Le Québécois dans les affaires, c'est à nouveau, depuis l'affaire Steinberg, qui peut compter sur son gouvernement. Mais Lodmer et Arnold Steinberg ont-ils raison? Est-ce que Steinberg peut survivre sans l'immobilier? Michel Gaucher est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Gaucher. Bienvenue au point. M. Gaucher, le parc immobilier, ce qu'on dit être rentable, c'est la Caisse de dépôt qui va l'avoir. Vous gardez la partie, dit-on, qui est non rentable. Est-ce que ça, c'est pas une aventure risquée, puisque vous ne pouvez pas vous appuyer là, sur votre parc immobilier, vous ne l'avez plus? Non, c'est pas du tout le cas. C'est que ce qu'il faut voir dans une entreprise comme Steinberg, dans une acquisition comme celle-là, c'est le flux monétaire, c'est le cash flow, c'est ce qui rentre puis qui sort. Et on a vendu, en fait, des parties qui avaient de grandes valeurs, mais qui avaient très peu de trésorerie. Dans le parc immobilier, il y a une trésorerie intéressante, mais qui est inférieure au point de vue rendement
avec ce que génèrent les magasins, la partie alimentaire. Mais c'est quand même les magasins juste 2 dit-on, de profit au maximum. Oui, mais sur le chiffre d'affaires de 4,5 milliards, ça fait beaucoup d'argent. Nous savons désormais que les événements ne donneront pas raison à Gaucher. Steinberg ne survivra pas, hélas, au morcellement de l'Empire. Gaucher et la Caisse de dépôt ont-ils donc tué Steinberg? Ou est-ce le manque total d'expérience de Gaucher dans l'alimentaire? Ou le fardeau de la dette qu'il a encouru pour acheter? Ou la crise économique qui a succédé à la vente? C'est tout cela à la fois, bien sûr, et bien plus, car les clés de l'énigme sont nombreuses. Mais si je devais choisir une raison en particulier pour répondre à cette question-là, un des grands problèmes, le problème central pour moi, c'est l'inhabilité de l'entreprise à planifier sa succession, à planifier la succession de Sam, à planifier la succession de sa très haute direction. Si je devais choisir parmi toutes les raisons, ça c'en est une. Il y en a d'autres, toutes les autres. La dispute familiale à la fin, ça a été évidemment, ça a fait partie de ce qui a tué Steinberg. C'est une question qu'on pose si souvent. Comment se fait-il que Sam, qui était un si grand génie et qui aimait tellement son entreprise, comment est-ce qu'il a pu la laisser comme ça, sans successeur, et si affaibli? Pour moi, il n'y a jamais eu de doute. C'est Sam, surtout, qui a semé les graines de la destruction de l'entreprise. L'épicerie du samedi, cette affaire-là. Ça va me prendre toute la journée. Tout trouver? Un vrai drame. Provigo a de quoi vous tenter avec les nouvelles crèmes glacées Flagrant délice. Triple vrille vanille, panaché au pacane, fabuleuse framboise, choco trio truffé. Difficile d'y résister. J'aurai jamais le temps de relaxer. Provigo, laissez-nous vous surprendre. L'enfer sera de retour le 10 janvier avec Macha Grenon. Hey, Macha, t'as-tu un chum? Oh, ça commencerait, ça! Ma fille, t'aurais un scoop si je te donnais la réponse. Pour commencer l'année en beauté, nous prendrons des cours de chanteuse de cabaret avec Pierre Bellan. Yves P. Pelletier sans Laidira sous nos yeux. De plus, René Simard, sa mère et Kevin Parent seront avec nous. Lucifer. Bonjour, madame ou monsieur. Je me présente, je vends des aspirateurs. Bonjour, madame. J'aspire des vendeurs. Je veux dire, je vends des aspirateurs. Je suis présentateur de moteur. En tout cas, voici un cadeau pour vous m'avoir vu. Et si vous me donnez le nom de 2 de vos boyaux, je vous remets un ami supplémentaire. Vous avez pas pris le temps de prendre votre Nescafé ce matin. Avec son arôme et son mélange plus riche, la grande saveur de Nescafé, c'est notre meilleur vendeur. Bon, ça fait 20 minutes. Il est temps d'en faire du frais. Si un pot de café Tim Hortons n'est pas servi en 20 minutes, il ne sera pas servi. Avec ce temps-là, il viendra jamais. Chez Tim Hortons, le café est toujours frais, toujours bon. Le v'là! Goûtez-y pour voir. François, il n'y a rien qui l'arrête. Je voulais pas que ce bon café-là se perde. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Urgence. N'appelez pas le 911. OK, c'est quoi l'histoire? Quand la fiction joue à la réalité. OK, fibrillation ventriculaire. C'est vrai que c'est de la fiction, mais quelque part, c'est une réalité très québécoise. Attention tout le monde. Et quand la réalité se prête au jeu de la fiction. L'essence même du scénario, des histoires sont véridiques d'un point de vue médical. La fiction peut dépasser la réalité. L'envers du décor, Opération Urgence, jeudi 21h. Les cheveux en santé sont des cheveux forts et leur force vient de leurs racines. Voici donc Hélène Curtis Soins Organiques pour vos racines, avec de la vitamine A, de la vitamine E et de la kératine. Pour des cheveux d'apparence saine et forte, choisissez de nouveaux soins capillaires, les soins organiques, dans un monde où la force est à l'origine de la beauté. Le nouveau Hélène Curtis Soins Organiques, la force, source de beauté. Racheté par Provigo et Métro Richelieu. Il reste Nous sommes à l'automne 1992. Tout est consommé. Michel Gaucher,
vient de déclarer Qui a forfait. été si longtemps synonyme de marché d'alimentation au Québec ne sera plus qu'un souvenir. Depuis la mort du pionnier Sam Steinberg, d'ailleurs, en 1978... Durant une fin de semaine de juillet, ma femme et moi, on avait été invités à Palomino Lodge. Sam Steinberg était là avec sa famille. Après le lunch, on s'est installé sur des chaises longues et on prenait un peu de soleil. Je pensais qu'il dormait. Tout d'un coup, il m'a dit, « T'es réveillé? » J'ai répondu que oui. Il m'a dit, « Je pensais à quelque chose. J'aimerais ça revenir dans 20 ans, voir ce qu'ils ont fait avec ma compagnie. » C'était assez pathétique. J'ai dit, « Pourquoi tu parles de la mort comme ça? » Il a dit, « C'est pas ça, non, non, je suis pas prêt à mourir, mais c'est ce que j'aimerais faire. » C'est tout. Et s'il revenait demain? Il en mourrait une deuxième fois. Il faut vous rappeler, vous connaissez pas Sam Steinberg, mais sa compagnie, c'était toute sa vie. Il s'est jamais senti riche. Pour lui, la compagnie, c'était lui. Monsieur Sam, pour moi, il n'est pas mort. Il y a une partie de lui qu'on lui doit beaucoup. Je vais le voir assez souvent, c'est pour le remercier de nous avoir enseigné, de nous avoir bien fait vivre. Et c'est pour ça que je ne pourrai jamais l'oublier. On dit que tout homme se remplace. Moi, personnellement, et tous les employés de Steinberg pourront jamais dire qu'ils ont été capables de remplacer Sam. Impossible. Après Sam, c'était la mort de Steinberg. Ne manquez pas le retour de Moi et l'autre avec Dominique Michel et Denise Filiatro demain, 19h30. En attendant, soyez au fait des dernières nouvelles nationales et internationales. Regardez le téléjournal après la pause.